Ouais. Toupidipidou. Je peux faire un partage? Salut Mélanie. Bonjour Suzanne. Est-ce que c'est ça? Bon. Salut Marie. Hi Jennifer. Bonjour José. Bonsoir José. Est-ce que le son et la vidéo, elles sont bons? Salut Marie-Josée. Tout de noir vêtu. Oui, c'est moi ça. Bonsoir. Bonjour Lisanne. Pendant que le monde rentre, commentaire onglet en direct. Hmm. Good, le son est parfait, tout est OK, excellent. Je fais un clip à partir d'une vidéo. Non, pourquoi je peux pas partager mon écran? Hmm. Bonsoir. OK, tant pis. Bon, parfait. 29 personnes, tout est clair, image et son, on voit juste ta tête, oui. La tête est lumineuse. Bonjour Laura. Bonjour René. Suzanne, merci Suzanne. Bon. Ah, écoutez, je voulais montrer un petit quelque chose avec un partage d'écran, mais je peux pas le faire. Ça va falloir que je sais pas pourquoi. Je savais que je peux partager mon écran. Je leur ferai plus tard, une autre fois, c'est pas grave. Bon, donc, toujours, non, toujours pas de cheveux. Bonsoir Lily. OK, encore 30 secondes et on va commencer. Je vais faire ça tout de suite, ouvrir. J'ai oublié de faire ça tantôt. Le défi carnivore. Ouais, ben c'est ça, je vais regarder là, moi en plus. Comme ça. Bon, parfait. Bon, parfait. Fait qu'on va commencer. Je vais commencer par, justement, bonsoir André, coucou Yvonne. Je vais commencer par, ce soir, dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux parler des petites difficultés qu'on peut avoir en début de carnivore, comme ça. Ça, c'est la première chose. Et je vais surtout répondre, justement, dans le même thème, répondre à vos questions. euh,
OK. Parfait. Je vais prendre en note, Suzanne. On va parler du fromage tantôt aussi. Ouais, c'est ça. Ça fait que je voulais répondre à vos questions aussi. Ça fait que je vais passer rapidement sur les points que je voulais parler. Mais ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais commencer par répondre aux questions qui ont été laissées en dessous de la publication du live. Comme ça, c'est des questions que, entre autres, nos amis français et d'Europe ont laissé parce qu'ils ne peuvent pas assister au live en direct. C'est un peu trop tard pour eux. Donc, ils m'ont laissé une série de questions. Donc, je vais commencer par ça. Ce qui va... Ah, t'es gentille, Marie-Isabelle. Que je t'aime. Donc, c'est ça. Je vais commencer par répondre à ces questions-là. Ça va laisser le temps aux gens d'arriver. Et ensuite, après ça, je vais passer aux différents petits sujets que je voulais vous parler et on va passer rapidement à vos questions. Je sais que vous allez en avoir beaucoup. Donc, première question qu'on m'a posée, euh, ça a été par... Et là, je m'excuse immédiatement, je vais maganer ton nom. Mike Texa Elisald. Ça fait que je suis vraiment désolé. Bon, sa question, c'est... Mon questionnement est celui-ci. 4 jours de carnivore pur, 3 jours que ma glycémie à jeun est plus haute. Est-ce normal? Mon corps doit s'habituer. Merci Mario, tu sais combien la glycémie est importante pour moi. Euh, bon, et là, un peu plus tard, elle précisait que ses glycémies sont à 80 mg par décilitre. Bon, 80 mg par décilitre, c'est 4,4 millimoles par litre. Est-ce que c'est élevé? Absolument pas. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Deuxièmement, est-ce que le fait que je vais manger plus de protéines peut faire monter ma glycémie? C'est quelque chose qui est possible. Et malgré ce que j'ai toujours dit, que le fait de manger, manger des protéines, beaucoup de protéines ne feront pas monter votre glycémie, le fait que c'est... Bon, je m'excuse, on va recommencer. Euh, En réalité, il faut faire attention ici. L'important, c'est... Parce qu'on est devant une question qui est la poule ou l'œuf, un et l'autre. Et le fait de manger beaucoup de protéines ne fera pas monter la glycémie. Cependant, si mon foie et mon métabolisme est présentement dans une condition dans laquelle il veut produire du glucose et que la raison pour laquelle il n'est pas capable d'en produire autant qu'il voudrait en produire, c'est un manque de substrat. À ce moment-là, si je fournis des protéines supplémentaires, c'est possible que ma glycémie monte à ce moment-là. OK? Je m'explique, je vais vous donner une analogie. Exemple, j'aurais un moulin à viande. Je pense que j'avais donné dans mon dernier live la même analogie. J'ai un moulin électrique à viande pour hacher de la viande. Et je garde le doigt sur le bouton, donc le moteur tourne constamment, mais je ne mets pas autant de viande que le moulin est capable d'acheter, de produire, de sortir. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, ben, la quantité de viande que le moulin va produire, la viande hachée que le moulin va produire, va diminuer et même peut arrêter à un moment donné. Et si à ce moment-là, je rajoute de la viande dedans, c'est sûr que là, il va se remettre à en produire. Donc, quelles sont les conditions dans lesquelles cette situation-là peut se produire? Exemple, je suis diabétique. Si je suis diabétique de type 1, si je suis diabétique de type 1, mon pancréas a un problème et le problème que mon pancréas a, c'est que les cellules bêta de mon pancréas ne produisent plus d'insuline. L'autre problème que ça occasionne, ça, c'est que les cellules alpha du pancréas, eux, continuent à produire du glucagon.
Et non seulement ils continuent à en produire, ils n'ont pas de problème à en produire, normalement, chez une personne qui n'est pas DT1, puis chez une personne qui est saine, c'est l'insuline produite par les cellules bêta qui fait que les cellules alpha vont cesser le glucagon. Le glucagon, c'est la principale hormone qui demande au foie de produire du glucose. C'est cette hormone-là aussi qui va dire aux cellules de tissu adipeux de sortir le gras, de l'envoyer vers le foie pour que le foie utilise ce gras-là, le glycérol du triglycéride, et fabrique du glucose avec. Donc, le, le glucagon, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. Et si je suis diabétique de type 1 et que je n'ai pas d'insuline qui empêche mes cellules alpha de produire du glucagon, mes cellules alpha peuvent produire du glucagon beaucoup trop. Et à ce moment-là, si je suis dans cette situation-là, que mon glucagon est très élevé et que je mange des protéines, beaucoup de protéines, dans une condition telle que celle-là, c'est possible que ma glycémie monte un peu. Comme j'ai dit, elle ne va pas monter en fou parce que la production de glucose par le foie lors de la néoglucogenèse, c'est pas juste par les acides aminés contenus dans les protéines. Okay? Premièrement, il y a 20 acides aminés qui existent et ce n'est pas les 20 acides aminés qui vont produire du glucose. Il y a juste les acides aminés qui sont glucoformateurs. Donc, c'est juste une portion des acides aminés qu'on retrouve. Deuxièmement, le foie va fabriquer du glucose à partir des acides aminés glucoformateurs, c'est une chose. Mais il va en produire aussi à partir du lactate. Ça, c'est la deuxième chose. Et les pourcentages, c'est 40% chaque, grosso modo. Et la troisième substrat à partir duquel il va fabriquer du glucose, c'est les triglycérides qui viennent de la fesse gauche. Donc, à ce moment-là, salut Val, à ce moment-là, le glucose est fabriqué à partir de trois substrats et les protéines n'en sont qu'un de ces trois-là seulement. Et l'autre chose, c'est que la manière que les acides aminés fonctionnent dans le corps, on appelle ça, c'est un pool d'acides aminés. Ce qui veut dire que dans le corps, il y a constamment, et ça on n'a pas le choix, il doit avoir une quantité X d'acides aminés qui flottent en permanence. On appelle ça le pool d'acides aminés. Quand je mange des protéines, ça vient remplir le pool d'acides aminés. Quand mon corps a besoin d'acides aminés pour fabriquer quelque chose, le corps va puiser dans le pool d'acides aminés. Et il y a une balance comme ça. Si je mange trop de protéines, ce qui va arriver, c'est que mon pool, c'est comme une piscine, si on veut, et il y a un renvoi, il y a un trop-plein. Et le trop-plein va faire que les acides aminés qui vont se ramasser en surplus vont passer par le trop-plein, vont être convertis en ammoniac et vont être rejetés dans l'urine par les reins, vont être filtrés puis être éliminés par les reins. C'est ce qui fait que il y a certainement des personnes présentement qui ont commencé carnivore, qui ont remarqué que leur urine le matin sentait beaucoup plus fort. Et non seulement ça, souvent elle va sentir un peu comme une urine de chat, parce que c'est une urine qui va contenir plus d'ammoniac qu'à l'habitude. Donc, à ce moment-là, le fonctionnement que les acides aminés fonctionnent, c'est de cette façon-là. Ce qui fait que quand le corps, le foie, va piger dans les acides aminés pour fabriquer du glucose, il ne va pas les prendre dans l'estomac ou dans l'intestin ou phénomène, il va les prendre dans le pool d'acides aminés. Et donc, si mon pool est déjà plein, le fait de manger beaucoup de protéines supplémentaires, mais tout ce que ça va faire, c'est de faire déborder mon pool et je vais en rejeter plus.
Il n'y en aura pas, le pot, il y a une quantité maximale à l'intérieur de ça, il n'y en aura pas plus de ça. Donc, ça ne va pas activer la néoglycogénèse plus. C'est si mon pôle est un peu trop bas à ce moment-là, et que parce que ma néoglycogénèse est surstimulée, dans une telle condition, c'est possible. Donc, là, j'ai expliqué un peu pourquoi dans le DT1, dans un contexte de DT1, dans le diabète de type 2, c'est un peu la même chose aussi. Pourquoi? Parce que dans le diabète de type 2, ce qui va arriver, c'est que les cellules bêta du pancréas vont devenir résistantes à l'insuline. Et c'est la raison pour laquelle les diabétiques de type 1, de type 2, je m'excuse, vont avoir à prendre du metformin. Parce que le premier rôle du metformin, c'est d'empêcher le foie de faire de la néoglucogénèse. Donc, d'empêcher le foie de produire du glucose. Et pourquoi on donne ça à un diabétique de type 2? C'est tout simplement parce que, justement, son pancréas est trop élevé et ses cellules bêta sont résistantes à l'insuline. Elles n'arrêtent plus de produire du glucagon et donc, un diabétique de type 2 va se ramasser avec un niveau de glucagon élevé dans le sang, mais avec un niveau d'insuline élevé dans le sang aussi. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va donner du metformin pour l'empêcher de produire du glucose. Parce que ça devient une roue qui devient folle. À ce moment-là, le foie produit beaucoup de glucose et là, le pancréas va sécréter encore plus d'insuline pour combattre ce glucose-là et ça ne va pas ralentir la production de glucose et ainsi de suite. Après ça, d'autres conditions qui peuvent provoquer ça, une inflammation chronique. Une inflammation chronique va nous faire sécréter du cortisol. Le cortisol est une hormone hyperglycémiante. Donc, il peut y avoir un paquet de conditions qui peuvent faire que le corps veut produire un peu plus de glucose que ce qu'on lui demande, ce qu'on aimerait qu'il produise à ce moment-là. Et si je mange beaucoup de protéines, ben ça peut permettre au foie de produire le glucose qu'il voulait produire au départ. Moi, ce que je vais vous dire sur ce sujet-là, c'est à partir du moment où ce que vous ne mangez pas de glucose ou vous ne mangez pas d'amidon qui peut faire augmenter votre niveau de glucose, que le glucose monte, votre niveau de glucose sanguin monte parce que le foie le produit, c'est pas inquiétant à ce moment-là. Donc, vous pouvez monter à 80, 85 mg par décilitre, c'est pas inquiétant. Pourquoi? Parce que il y a des chances à ce moment-là que votre corps va utiliser les triglycérides pour le produire, ce glucose-là, ainsi que les acides aminés, ainsi que le lactate. Le lactate, c'est un processus métabolique normal. Donc, ce qui est inquiétant, là, vraiment inquiétant, ce qui peut produire des dommages dans le corps, c'est si vous allez dans un magasin que vous achetez de la crème glacée super sucrée et que vous ingurgitez du sucre, une quantité 300 grammes d'un coup, 600 grammes d'un coup, ça, c'est dangereux. Ça va vous donner un pic de glycémie dans votre système qui pourrait être très dangereux, surtout si vous êtes faible en glucides depuis un certain temps, parce que votre pancréas n'est pas habitué de réagir à ça. Et il n'aura pas le temps de réagir avant que la glycémie monte dans votre sang. Le restant, le fait que votre corps décide que lui il est à l'aise avec 4,5 mg, 4,5 mmol par litre de glucose pour X, Y, Z raison. Vous n'avez pas à vous casser la tête avec ça. Est-ce que vous devriez diminuer vos protéines à ce moment-là? Non. Si vous consommez si vous consommez un ratio lipide-glucide de 1,5 pour 1, grosso modo, il n'y a aucun problème avec ça. Vous continuez comme ça. Ça ne vous occasionnera pas aucun problème. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec ça. Et vous n'avez même pas besoin de la mesurer à ce moment-là. Ça, c'est pour cette question-là. Ensuite, il y avait... oui, ça ici.
OK. Si je fais carnivore au MAD 5 jours et en fin de semaine, 2 repas, et je me demande si les macros changent comparé aux 2 repas. OK. Et bon, au MAD. L'OMAD, l'important pour se déterminer si je peux faire OMAD ou pas et si ça va me causer un problème, parce que la première chose que je dois vous dire, c'est que vous ne pouvez pas manger, à moins que, même moi, j'aurais de la difficulté à manger tout ce que je peux manger dans 2 repas, dans un repas. À un moment donné, l'estomac a une capacité limitée et de toute façon, ce ne serait pas vraiment bon. Fait que l'idée d'essayer de manger tout ce que vous devriez manger dans une journée complète, dans un repas, oubliez ce principe-là. C'est absolument pas conseillé. Deuxièmement, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive si je fais OMAD? Est-ce que je peux faire, les gens me posent souvent la question, est-ce que je peux faire OMAD plus que 3 fois par jour? Ou on me dit souvent, je ne peux pas faire OMAD plus que 3 fois par jour parce que ça va ralentir mon métabolisme, c'est marqué partout, vous l'avez dit souvent, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas précisé dans cette affirmation-là, c'est le point suivant. OMAD, est-ce que ça dépend toujours qui décide? Si c'est la tête qui décide ou si c'est l'estomac qui décide. Si ma tête dit, hey, aujourd'hui, j'ai pas le temps de manger 2 repas, je vais faire OMAD. Ou ma tête dit, ça fait 6 mois que j'ai pas perdu de poids, je vais essayer de shaker la patente un peu. Même si j'ai faim, c'est pas grave, je vais faire un OMAD aujourd'hui, on va faire OMAD demain, on va faire OMAD toute la semaine. OK? Là, à ce moment-là, le OMAD, c'est la tête qui l'a décidé. Et dans un contexte, oui, je m'excuse, OMAD, c'est one meal a day, donc 1 repas par jour pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc, à ce moment-là, si c'est la tête qui décide et que vous devez passer par-dessus votre faim, là. Vous avez faim, mais non, c'est pas grave, j'ai décidé, je faisais OMAD. Dans un contexte comme celui-là, maximum 3 jours, après ça, vous devez manger 2 repas par jour. Maintenant, comme j'ai dit souvent, ma première règle, c'est quand tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Quand tu as faim, tu attends 1 heure, puis après ça, tu manges. Mais quand tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Si j'arrive le midi, j'ai pas faim, je ne mange pas. Le soir, j'arrive à mon souper, là j'ai faim, je mange mon repas. Le lendemain, le midi, j'ai pas faim. Le soir, j'arrive, j'ai faim, je mange. Troisième journée, le midi, j'ai pas faim. Et je mange pas, parce que j'ai toujours dit, si t'as pas faim, tu manges pas. Tu arrives le soir, tu as faim. Quatrième journée, même pattern. J'ai pas faim le midi. Je regarde là, le frigidaire, puis ça me lève quasiment le cœur. Juste l'idée de manger me lève le cœur. J'ai vraiment pas faim à ce moment-là. Je vais revenir, Diane, tantôt sur les questions, ce ne sera pas long. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me force à manger? Mais parce qu'on a dit pas plus que 3 jours de homard? Mais non, on ne se force jamais à manger. Quand tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Le corps n'est pas stupide. Le corps ne va pas vous dire pendant 3 jours de temps qu'il n'a pas faim, 4 jours de temps qu'il n'a pas faim, et après ça, dans le détour, ralentir le métabolisme. Si vous n'avez pas faim, pour manger plus qu'un repas par jour, c'est parce que votre corps a accès à tout ce qu'il a besoin à ce moment-là. Donc, il n'y a pas besoin de gras parce qu'il a accès à vos réserves. Il n'y a pas besoin de protéines. Le pot d'acides aminés il est plein. Il y a tout ce qu'il a besoin. Il n'y a pas besoin de fer. Vous n'êtes pas carencé en fer. Il n'y a pas besoin de vitamines, de minéraux. Je ne les nommerai pas toutes. La vie est belle. Et donc, à ce moment-là, il est en train de vous dire, je vis sur mes réserves, là, ça va très bien, je suis en train de faire le ménage. Viens pas m'envoyer de la bouffe. J'en ai pas besoin. Je ne saurais pas quoi faire avec ça. C'est ça que votre corps est en train de vous dire dans un contexte comme celui-là. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver
très, très fréquemment quand vous êtes en alimentation carnivore. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué la semaine passée, l'alimentation carnivore, c'est une alimentation avec des nutriments qui sont extrêmement denses. Très denses en nutriments, très denses en macronutriments. Les carences sont inexistantes dans ce mode d'alimentation-là. Et donc, c'est quelque chose qui arrive très, très souvent. Fait à partir de ce moment-là, mais c'est la même chose, là, je vous le dis, en coaching, en alimentation cétogène omnivore, c'est exactement ce que je répète à toutes les personnes qui viennent me voir pour des coachings. L'OMAD, ça peut arriver dans certains contextes que tu n'aies pas faim et que tu fasses des OMAD pendant plus que 3 jours. Et c'est pas un problème parce que tu n'es pas en train de manquer quelque chose. La journée où tu vas manquer quelque chose, ton corps va te le faire savoir. Puis pas juste de dire ah je manque de gras ou je manque de protéines. Non, vous pouvez avoir, j'ai des exemples de personnes, des femmes entre autres, qui lors de leur menstruation rêvaient de manger du steak, puis il manquait de fer. OK? C'est des choses qui peuvent arriver, ça. Et donc, le corps est capable de vous le dire. L'important pour ça, c'est est-ce que c'est ma tête qui décide ou si c'est mon estomac qui décide. Si j'ai vraiment pas faim, je mange pas. Mais faut pas que vous vous dites ah il m'a perdu, tu sais, et j'aimerais ça perdre une livre de plus, tu sais, puis moi le forcer puis tout. Ça, vous devez pas faire ça. OK? Fait que dans ce contexte-là, c'est maximum 3 jours. Fait que c'est ça qui est pour les OMAD. Après ça, entre autres, je répondais à ça aussi pour MC Lauzon. MC, en même temps, tu me demandais pour l'huile essentielle de citron, est-ce que c'est correct? Écoute, je te dirais que j'éviterais l'huile essentielle de citron au début de ton carnivore parce que, c'est des produits qui sont très concentrés d'un fruit. Et à ce moment-là, je peux pas savoir ce que ça contient exactement. J'ai regardé vite vite sur Internet, mais bon. À ce moment-là, dans le début, je tiendrais ça mort pour l'huile de citron. Et vers la fin, tu pourras toujours réessayer, puis tu pourras voir à ce moment-là. Si tu as zéro réaction, ben, tu pourras en prendre. Sinon, ben, tu vas voir si ça te produit une réaction sur ce côté-là. Euh, OK. Après ça, troisième question pour MC. Et ça répond aussi à un des sujets que je voulais vous parler. Est-ce que ça se peut que j'aille plus faim au début du défi? Je mange le gras et les protéines conseillées par jour. Absolument. Et ça, c'est important pour tout le monde. Je vous l'ai expliqué au début dans le live de la semaine passée et je le réexplique aujourd'hui. En carnivore, il peut se produire 2 choses au début. Le fait que vous ayez une alimentation très dense peut faire que vous allez avoir euh, André Laflamme, le Perrier citron. Oui, parce que le Perrier citron, c'est juste voyons, pas une odeur, mais c'est juste, ils mettent ah, je ne le dirai pas, je suis parti sur mon autre idée, là. Mais non, il n'y a pas de problème avec ça parce que c'est ça. Le citron, là-dedans, c'est juste une saveur de citron qu'ils mettent. C'est pas pareil comme les huiles essentielles, là, qui est un concentré de citron. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que tu peux, tu peux avoir plus faim du tout. Et je vais en reparler de ça. Mais chez des gens, après un certain temps carnivore, et il y a des personnes chez qui ça arrive après 2 jours, d'autres 2 semaines, d'autres 2 mois, vous pouvez avoir aussi une passe où ce que vous allez avoir extrêmement faim. Vous allez avoir l'impression d'être des puits sans fond, complètement sans fond, que vous pourriez manger un arôme. Merci Laura. Et que vous pourriez manger un cheval et sa selle. OK? Carrément.
Dans le groupe de santé métabolique, j'ai posté, voilà, 3 ans de ça maintenant, ma période de 6 mois dans laquelle, après 6 mois, je me suis mis pour le fun parce que je trouvais ça insensé, tout ce que je pouvais ingurgiter dans une journée comme nutriments. Et je m'étais mis à calculer pour le fun. Et ça donnait 4800 calories par jour. Et ça faisait bon, un 6 mois grosso modo que je mangeais comme ça, mais surtout un 5 mois intense. J'ai eu un 5 mois où sérieusement, là, je pouvais manger là, un cheval. Ça n'avait pas de bon sens. Et j'ai écouté, tout ce que j'ai fait, ben, j'ai écouté ma faim et j'ai mangé. J'ai mangé gras, toujours selon les ratios. Je suis autour de 1,5 à des fois même 2 grammes par gramme de protéines. Et je mangeais. J'avais faim pour 2 repas, je mangeais 2 repas. J'avais faim pour 3 repas, j'en mangeais 3. Puis mes repas, Nathalie Roy en parle souvent, mes assiettes, elle faisait quasiment une dépression nerveuse quand elle voyait mes assiettes, tellement c'était loadé mes assiettes. Et je vais revenir, Cathy, là-dessus. Et donc, à ce moment-là, euh, voyons, j'ai perdu le fil de mon idée encore, une seconde. Et c'est ça, j'ai posté là-dessus et ça a duré 6 mois. Et au bout de mon 6 mois, j'avais pas pris une livre. Cependant, ce qui est arrivé, c'est que j'avais perdu 4 pouces à la taille. J'avais passé des jeans de 34 à 30. OK, donc, pour nos amis européens, c'est 8,8 cm que j'avais perdu à la taille. Ça fait que si vous avez faim, ce qu'on a expliqué comme macro, là, les chiffres en grammes pour le kilogramme de poids, puis tout, vous avez calculé ça, mais que vous avez envie d'en manger 2 fois ça, ben mangez-les. C'est pas un problème. Mangez-les. Tant que vous respectez vos ratios avec le gras, il n'y a pas de problème avec ça. Mangez à votre faim et ça va se replacer. Aujourd'hui, je ne mange plus 4800 calories par jour. C'est fini, ça fait très longtemps de ça. J'ai des assiettes qui sont beaucoup plus raisonnables, en tout cas pour moi. C'est sûr qu'il y a encore du monde qui regarde mes assiettes qui trouve ça énorme, mais bon, je suis très actif et ainsi de suite. Mais pour répondre à la question, oui, c'est possible que vous ayez faim et si vous avez faim, mangez. Vous devez en tout temps manger à votre faim, tout le temps. Et ça veut dire que si ma faim diminue, je dois diminuer ce que je mange. Si ma faim augmente, je vais manger plus pour pouvoir combler ma faim. Nicole, non, j'ai pas perdu mes cheveux à cause du carnivore, Nicole. Et Pascal de Blair, non plus, pas à cause d'une tondeuse. Marie Passini, question. Comment éviter de prendre du poids ou encore mieux en perdre en carnivore? Comment éviter d'en prendre? C'est la même chose qu'en alimentation cétogène ou c'est la même chose que dans toutes les formes d'alimentation? Premièrement, la première chose que je vais vous dire rapidement là-dessus, c'est qu'il faut faire la différence entre prendre du poids et prendre du gras. C'est deux choses. Ce qui compose le poids chez un être humain, c'est l'eau. 78%, le corps est composé de 78-74% d'eau. L'eau, c'est très lourd. Ensuite, il y a la masse musculaire, il y a la masse, les os, la masse grasse, c'est sûr, les organes internes. Et donc, le poids d'un corps humain va varier juste dans une journée. Là. Si vous vous pesez 32 fois dans votre journée, là, vous allez voir que votre poids va varier grosso modo en moyenne d'à peu près 5,5 livres. Donc, une dizaine de kilogrammes. C'est ça? Non, c'est le contraire. C'est 2,2 kg. C'est vrai, c'est le contraire. C'est à peu près 2,5, 2,2 kg. Dans une journée, c'est normal. Vous mangez, vous prenez du poids. Vous buvez, vous prenez du poids. Vous allez uriner, vous perdez du poids. Vous transpirez, vous perdez du poids. Le poids varie tout le temps. Fait que les gens qui me disent « Hey, j'ai pris 800 grammes », oubliez ça, vous n'avez pas pris 800 grammes de gras. OK? Juste le fait de faire de l'inflammation, faire de l'inflammation peut vous faire prendre jusqu'à une dizaine de livres.
Okay? Une dizaine de livres. C'est énorme. 5 kilos juste en eau. On a eu ça très, très, très fréquemment. Fait que vous devez différencier prendre du poids et prendre du gras. Pour prendre du gras, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin principalement d'une hormone. L'hormone de stockage. Sans hormone de stockage, le stockage n'est pas possible. Et donc, l'hormone de stockage, c'est quoi? C'est l'insuline. Si vous ne voulez pas prendre de poids, dans toutes les formes d'alimentation, vous devez limiter votre taux d'insuline dans le sang, votre insulinémie. C'est la règle. C'est pas compliqué, c'est la règle. Et donc, à ce moment-là, pour limiter l'insuline, jeûne intermittent, jeûne prolongé, alimentation faible en glucides, une alimentation qui empêche, qui ne provoque pas de très forte sécrétion d'insuline par le pancréas. Non seulement ça, l'inflammation, comme j'ai expliqué tantôt, l'inflammation est hyperglycémiante. Si vous faites de l'inflammation, vous allez avoir du cortisol, votre foie va vouloir fabriquer du glucose, et ce glucose-là va venir s'ajouter au glucose qu'il y a dans votre sang. Ça va vous faire sécréter de l'insuline aussi. Vous comprenez? Donc, l'inflammation peut vous faire engraisser. Il y a eu une patiente à la clinique Reversa qui n'a pas perdu de poids pendant des mois et des mois et des mois. Et la journée où ce qu'elle a passé sur un test pour l'apnée du sommeil et qu'elle a commencé à utiliser son CPAP pour l'apnée du sommeil, le poids a commencé à descendre à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'apnée du sommeil, c'est un stress. Ce stress-là cause sécrétion de cortisol, la glycémie montait et ainsi de suite. Un mauvais sommeil peut avoir le même effet. Et voilà. Donc, ça répond à la question. Et si vous voulez perdre du poids en carnivore, vous avez juste à manger carnivore et votre corps va gérer le poids. Essayez de contrôler son poids, c'est une utopie. Vous battez contre un système qui se régule de lui-même. Et vous allez toujours perdre, tout le temps. Si vous essayez de faire perdre du poids à votre corps et que votre corps ne veut pas en perdre, il va compenser. Vous allez perdre sur le long terme. Si vous essayez de faire prendre du poids et ainsi de suite, le corps va compenser tout le temps. Donc, vous vous mettez dans une condition qui est la meilleure façon, c'est d'augmenter votre masse musculaire. Augmenter votre masse musculaire, le corps va devoir brûler plus d'énergie, plus de gras, à l'aise et ainsi de suite. Bon, parfait. Après ça, j'achève ces questions-là. Celle de table, j'ai répondu. OK. J'ai expliqué au dernier live aussi les kétorages. Le kétorage, que ce soit en carnivore ou que ce soit en cétogène régulier, il est possible de l'avoir. Et c'est quand le kétorage, c'est quand on tombe en cétose dans les premiers temps. Il y a de l'acétone qui est présente dans la sueur de la peau et dans les zones plus chaudes du corps, en dessous des bras, à l'aine, et ainsi de suite. On peut développer une réaction épidermique, des petits boutons rouges, à cause de cet acétone-là. La solution à ça, c'est de sortir de cétose, attendre que le rash soit disparu complètement et repasser en cétose. Généralement, 99,9% du temps, je m'excuse, le rash ne reviendra pas à ce moment-là. Le collagène, c'est de source animale. Oui, vous pouvez prendre du collagène si c'est du collagène bovin. Cependant, premièrement, les effets bénéfiques du collagène, les études sont extrêmement mitigées là-dedans. Et là, si vous êtes dans une alimentation carnivore, déjà du collagène, vous allez en manger beaucoup. Et si vous prenez du bouillon d'os aussi, vous allez en consommer encore plus. Prendre un supplément de collagène dans ce contexte-là, c'est, à mon sens, à moi, parfaitement inutile. Mais bon. Parfait. Fait que ça répond aux questions qui étaient sur le groupe. Maintenant, je voulais vous revenir très rapidement, puis après ça, je passe à vos questions.
Le vinaigre, OK, la première chose, les champignons. Dans le groupe, on a parlé cette semaine des champignons. Les champignons, j'aimerais, puis là, je veux juste revenir rapidement là-dessus. Un champignon, c'est pas un végétal, mais c'est pas un animal non plus. OK? Un champignon, c'est quoi? C'est un amas de bactéries en réalité, c'est de la moisissure. Et donc, à ce moment-là, euh, chez les experts du carnivore, ça tombe dans une zone grise. OK? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Personnellement, j'en consomme pas présentement, mais je pourrais en consommer, ça me dérangerait pas non plus. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est si vous avez le goût des champignons, consommez des champignons, j'ai aucun problème avec ça. La seule affaire, c'est que je vous dirais d'essayer de pas consommer une très grande quantité au début de champignons et d'y aller plus comme un petit accompagnement à ce moment-là pour donner un petit peu de goût, puis ainsi de suite. Fait qu'allez-y de cette façon-là. C'est un peu le même principe pour, on a parlé aussi de la poudre de grillon ou tout ce qui est insectes. Les insectes aussi, c'est pas végétal et c'est pas animal non plus, mais bon, c'est plus proche de l'animal que le végétal. Le grand principe de l'alimentation carnivore, c'est d'être une diète d'élimination, dans le sens que vous éliminez les antinutriments qui sont présents dans les végétaux. Ce qui fait que, en théorie, dans les insectes, il n'y a pas d'antinutriments. C'est pas vraiment problématique. Un peu la même chose chez les champignons. Euh, Maintenant, le vinaigre de cidre de pomme, j'en ai parlé aussi dans le groupe vite vite. Le vinaigre de cidre de pomme, c'est pas, même si ça vient des pommes originalement, c'est rendu du vinaigre que vous consommez, donc c'est de l'eau avec un acide à l'intérieur, et donc non, c'est pas problématique. Il y a des gens qui, euh, il y a des gens qui prennent ça pour les reflux gastriques. 20 minutes avant, 2 cuillères à soupe dans un grand verre d'eau. C'est parfait, il n'y a pas de problème avec ça. Et bon, parfait. Donc maintenant, je vais passer à vos questions rapidement. Cathy, non. Effectivement, il ne faut peut-être pas le voir comme ça, mais c'est malheureusement ça. OK, je vais revenir vite vite avec les questions. Vite vite sur les questions qu'il y avait en arrière. L'urine qui change d'odeur, que ça dure plusieurs jours. Ça pourrait changer, ça pourrait durer quelques jours, effectivement. Euh, dans un cas comme ça, Diane, ce que tu peux essayer, c'est juste de voir ton ratio protéines-lipides aussi. J'ai eu des gens qui viraient un petit peu trop sur le 1 pour 1. Et juste le fait d'augmenter un peu tes lipides, diminuer un peu les protéines, augmenter un peu les lipides, généralement, ça peut juste changer puis revenir à la normale. OK. Cathy, tu as sorti de cétose depuis dimanche après 3 jours carnivore et que tu ne rembarques pas. Fais attention à tes lipides. J'ai beaucoup de gens qui sortent de cétose et qui ont de la misère à rembarquer. C'est parce que dès que tu manges n'importe quoi, ton corps perd accès à ses réserves de gras. Et si tu ne manges pas assez de gras, ton foie ne pourra pas fabriquer de corps cétonique parce qu'il va manquer de substrat. Les corps cétoniques sont fabriqués à partir des gras. Quand je suis en jeûne, il va fabriquer les corps cétoniques à partir des gras de la fesse gauche. Si je mange, dès que je mange, il va arrêter d'aller puiser dans les réserves et il va commencer à fabriquer des corps cétoniques à partir des gras alimentaires dans l'estomac et dans le côlon, ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, ben, où avec ça? Ah oui, c'est ça. Et si il n'y a pas assez de gras, il va manquer de substrat pour fabriquer des corps cétoniques. Je voulais dire autre chose, mais je ne m'en souviens pas. Ça va m'en revenir tantôt. Mais c'est souvent ça chez les gens qui ne rembarquent pas, qui ont de la difficulté à rembarquer à ce moment-là. Donc, revise la quantité de lipides que tu manges, augmente un peu tes lipides, peut-être diminue un peu tes protéines à ce moment-là pour équilibrer tout ça. Et normalement, la cétose va revenir aussi.
Est-ce qu'après le défi ou si pendant le défi, exemple, on atteint un peu de glucides, légumes, comme cétostrique, est-ce qu'il y a un problème de jeûne entre kéto régulier, kéto carnivore pour certains repas aux semaines? Sabrina, le problème qu'il va avoir, j'en ai parlé aussi dans mon premier live, c'est que présentement, vous êtes en période d'adaptation. Là, ce qui se passe, c'est que dans votre microbiote, dans vos intestins, les bactéries qui se nourrissaient de fibres au départ sont en train de mourir de faim présentement. Et ça, c'est parfait. Ils vont mourir de faim et ils vont être remplacés par des colonies de bactéries qui vont se nourrir d'acides aminés contenus dans les protéines pour produire les mêmes choses, les butyrates, les acétates, ces choses-là. Et c'est ce qu'on veut. C'est ça qu'on appelle l'adaptation du cétocarnivore au carnivore. C'est cette période-là où ce que le microbiote, les bactéries qui mangeaient des fibres vont mourir, puis les autres vont prendre la place. Si présentement tu réintègres des glucides, des légumes qui contiennent des fibres, ces bactéries-là vont revenir à la vie. On n'aura pas le temps de mourir. Et donc, à ce moment-là, tu vas, entre guillemets, scraper le processus d'adaptation. Tu ne seras jamais adapté et tu risques, souvent les gens vont se mettre à filer mal dans ce temps-là. Ça fait que, mais à partir du moment où tu vas avoir fait ton 30 jours, là, ton microbiote va être adapté, ces bactéries-là devraient être complètement mortes et tu devrais pouvoir réintégrer tranquillement et plus facilement à ce moment-là jongler entre les deux si tu veux jongler entre les deux. L'huile de coco pour le dentifrice ou crème du corps. Non, c'est pas absorbé. C'est vrai, Marie-Isabelle avait répondu. Est-ce que c'est pour ça que j'urine énormément depuis lundi? C'est possible. C'est possible que ce soit à cause de ça, Yvonne. Ou peut-être que tu es tombé en cétose aussi. Ou que vous n'étiez pas en cétose avant. OK. Karine, absolument, c'est possible, ça. C'est possible que tu aies l'acétose dans le tapis. Il y a des gens qui commencent carnivore, que l'acétose tombe, comme tantôt. Il y en a d'autres où l'acétose va grimper dans le tapis. Au niveau du sommeil, oui, Marie-Isabelle aussi est comme ça. Au niveau du sommeil, généralement, à part pour Marie-Isabelle, généralement, le sommeil finit par se stabiliser. Une des choses qui peut arriver avec le sommeil, c'est mon cas, c'est qu'on peut finir par dormir un peu moins, mais le sommeil va être beaucoup plus efficace, plus profond, plus réparateur. C'est qu'il ne faut pas s'inquiéter du temps de sommeil tant que ça. À part si vraiment. Mais là, dans le fond, comment juger du sommeil, c'est à partir du moment où tu te réveilles le matin, est-ce que tu es vraiment assez en forme pour faire toute ta journée ou pas? Mais ça prend en général une semaine ou deux pour se placer, je dirais, au niveau du sommeil, là, quand le sommeil est affecté par la cétonémie. OK. Les grammes de protéines calculés, c'est toujours par jour. Donc, tu pèses, admettons, quelqu'un qui pèse 80 grammes devrait consommer un minimum de 80 grammes de 80 kg qui pèse, il devrait consommer 80 grammes de protéines minimum. Et je reviens là-dessus tantôt, on a parlé un peu dans le groupe, c'est en fonction de votre poids réel. Je pèse 80 grammes, je devrais minimum manger 80 grammes de protéines. Pas, je veux peser 55 kg, ben, je vais manger 55 grammes de protéines. Non. Vous avez présentement la masse musculaire d'une personne qui pèse 80 livres. Vous devez fournir les protéines nécessaires pour entretenir cette masse musculaire-là. OK? Je comprends que si vous allez perdre du poids, éventuellement, vous allez perdre de la masse musculaire un peu. C'est normal. C'est parfaitement normal. Cependant, on ne doit pas provoquer la perte musculaire. Le corps va le faire. Le corps humain ne conserve jamais quelque chose qu'il n'utilise pas. Sophie le répète très souvent,
Si vous n'utilisez pas toute votre masse musculaire, éventuellement, le corps va la réduire. Il ne va pas utiliser, il va pas maintenir quelque chose qu'il n'a pas besoin. OK? Mais ça doit se faire de cette façon-là. Ça prend combien de temps après avoir fini de manger pour être en carnivore, ça prend combien de temps après avoir fini de manger pour être en cétose? C'est un peu la même chose que en omnivore, en cétogène régulier. C'est 16 heures de jeûne. Et si tu ne jeûnes pas, grosso modo, ça peut aller jusqu'à 3 jours si tu n'es pas en cétose avant. La crème 35%, il y a des glucides, oui. Euh, non, mais ce ne sera pas significatif. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas de problème pour les problèmes des bactéries. Puis la crème, c'est carnivore. Mélissa Saint-Cyr, une poussée de bouton, c'est probablement un kétorash. Ça veut dire que la cétose, votre cétonémie a monté, généralement. Si c'est ça, le kétorash, comment séparer un kétorash d'une autre éruption cutanée? C'est que le kétorash, ça va se situer dans les zones chaudes du corps. Ça veut dire que, comme je disais tantôt, en dessous des bras, pour les femmes, en dessous des seins, dans le cou, l'aine, en dessous des cuisses, à ces endroits-là, c'est où ce qu'on transpire. C'est vraiment là que les boutons vont être beaucoup plus fréquents. Et ensuite, ça peut monter au niveau de l'abdomen et tout le restant si c'est pas traité. La façon d'arrêter le kétorage, ça serait de réintroduire des glucides un peu afin de diminuer la cétonémie à ce moment-là et ensuite de recommencer, de retomber en cétose. Et normalement, 95-99% du temps, le kétorage ne reviendra pas. C'est très rare. C'est possible que ça revienne une deuxième fois, mais il faut attendre vraiment 2 à 3 jours que le rash ait complètement disparu. Ça peut arriver, mais depuis 6 ans maintenant que je suis dans ce mode d'alimentation-là, j'ai vu une personne qui ne pouvait pas être en cétose sans avoir de rage, que ça revenait constamment, constamment. J'ai vu juste une personne à qui que ça arrivait. Bon, après ça, Jennifer, moins de hot flash en carnivore, mais toujours froid. Augmente ton gras, augmente ta consommation de gras. C'est la seule façon pour ça. Marilyn, normalement, si tu es en cétose et que tu manges, tu ne devrais pas débarquer si tu ne manges pas de glucides. Donc, on appelle ça la cétose nutritionnelle. OK? Et la cétose nutritionnelle, c'est un état de cétose dans lequel le corps produit des corps cétoniques malgré le fait qu'on mange. Tout simplement parce que tout simplement parce que il faut arrêter d'aller les questions au fur et à mesure, je perds mon fil d'idée. C'est ça. C'est que pendant que je mange, mon corps fabrique, c'est ça, parce que je ne consomme pas de glucides. Fait que si je ne consomme pas de glucides, mon corps n'est pas capable, il est pas capable d'avoir le glucose qu'il a besoin pour fonctionner. Il va se mettre à en fabriquer par la néoglucogénèse. Puis, quand mon corps fait de la néoglucogénèse, il se met à produire des corps cétoniques par le fait même. Ce qui fait qu'on peut être en cétose quand on mange, si on mange pas de glucides. À ce moment-là, le fameux moins 20 grammes de moins. Ce qui fait qu'à partir du moment où ce que tu es en cétose, quand tu manges un repas, un steak avec un peu de bacon puis 2 œufs, exemple, tu ne vas pas sortir de cétose à cause de ça. Normalement, non, à moins d'être diabétique ou de revenir à ce que j'ai expliqué au départ. Là. OK, l'acné, ça n'a pas rapport avec la cétose à ce moment-là.
Non, absolument pas, Sabrina. On peut, euh, on peut avoir des très hautes cétonémies sans avoir de kétorage ou de problématiques avec ça. J'ai vu des gens qui se maintenaient à 3, 4, 5 millimoles par litre pendant qu'ils mangeaient et sans aucun problème, là. Fait que, on peut pas. La seule façon de le savoir à ce moment-là, c'est avec un glucomètre et en se piquant là, pour prendre une mesure de cétonémie, là. Bon. Ah oui, on m'a demandé tantôt les fromages. C'était quoi la question pour les fromages tantôt? Est-ce qu'on peut me répéter la question pour les fromages? Je vais essayer de remonter, voir si je la retrouve. André, le poivre, c'est une épice. Le poivre vient d'une graine et c'est très végétal. Donc, au début, dans mon premier live aussi, j'en ai parlé, les épices. Les épices, ça vient des plantes. Et au début, juste les épices comme exemple, l'exemple que je vais donner, c'est le persil, mais le poivre, c'est la même chose. Pour la cétoadaptation, du persil, c'est vert, c'est une feuille. Et donc, si je mange un peu de persil, ça peut être suffisant pour que les bactéries qui doivent mourir dans le processus de cétoadaptation, ils survivent un peu plus longtemps. Donc, ça peut nuire au processus d'adaptation. C'est pour ça que ce que je disais aux gens, c'est sûr que les épices, ce n'est pas des grandes quantités, mais ce que je leur conseille, ce que je vous conseille, c'est pendant le défi, surtout, je dirais au moins pendant les 2, 3 premières semaines, c'est d'essayer d'éviter complètement les épices pour cette raison-là. Et ensuite, si vous voulez les réintroduire, il n'y a aucun problème. Mais l'avantage que vous allez avoir, c'est que si ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous mangez, 50 ans que vous mangez avec des épices, ben, ça va vous permettre de redécouvrir le goût du steak sans épices, avec juste du sel à ce moment-là. Ça fait que c'est ça qui est pour le poivre. Et le poivre, c'est la graine en plus. Dans les graines, il y a toujours plus de composés chimiques. Il va y avoir plus d'antinutriments, c'est plus concentré. Donc, ça serait à éviter idéalement. Mais ça, je vous dirais que c'est ça. Ce que j'ai dit aux gens, c'est que le bout, ce que je vous laisse, le libre arbitre, là, que je vais vous dire, écoutez, allez, si vous voulez vraiment là, mettre un peu d'épices, allez-y. Là, mais je vous recommande de ne pas en mettre. Là, mais je ne vous taperai pas sa tête non plus, puis je n'irai pas vérifier chez vous. Carole, question poids 115, 113 kilos. Donc, je devrais manger près de 113 grammes de protéines. C'est beaucoup trop pour mon appétit. Je procède comment? À chaque fois qu'on vous donne des chiffres, à chaque fois que vous vous posez la question, est-ce que je dois manger tout ça? La chose qui doit primer tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est votre appétit. OK? Jamais un barème, jamais un chiffre ne doit primer sur votre appétit. Vous ne devez jamais manger parce que il y a une application qui vous a dit qu'il vous manquait 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes, ou parce que vous avez calculé qu'il y a une calculatrice, que parce que votre poids est de X, puis que vous faites un marathon, puis que vous êtes actif, puis que ici et ça, que ça vous prend tant de 30 protéines que vous devez vous forcer à manger si vous n'avez pas faim. Votre appétit fait foi de tout. Votre appétit a toujours, toujours, toujours le dernier mot. Votre corps sait ce que vous avez besoin, beaucoup plus que Chronometer, beaucoup plus que toutes les applications.
Vous n'avez une application, elle est située ici, là. Elle est située entre vos deux oreilles. OK? C'est elle qui vous connaît. Elle connaît votre niveau d'activité, connaît la condition de votre corps, sait ce que vous avez besoin exactement. Cette application-là peut réagir en une fraction de seconde. OK? C'est à elle seule que vous devez vous fier. Les autres applications, les calculs que je vous donne et tout ça, ce sont des barèmes, des guides généraux. OK? Donc, Carole, si tu n'as pas faim pour manger 113 grammes de protéines, mange pas 113 grammes de protéines. Mange à ta faim. OK? Normalement, ça devrait être proche d'au moins une centaine de grammes de protéines. Ça se peut que ça soit un peu en bas de ça. Ça se peut que ça soit beaucoup en bas de ça. C'est correct aussi. C'est correct si c'est ton corps, si c'est ce que ton corps demande de toi. Il y a une raison derrière ça. Il n'y a aucun corps qui veut mourir. OK? Il n'y a aucun corps. Peut-être que Carole est en train de perdre du poids présentement. Et donc, dans ta perte de poids, ben, il va avoir éventuellement une perte un peu de masse musculaire. Mais c'est à ce moment-là, c'est ton corps qui va décider de la faire parce que, comme j'expliquais tantôt, ton corps aura plus besoin d'autant de muscles. Tu transportes présentement 113 kg. Si tu te ramasses à transporter 100 kg ou 90 kg, tu n'as plus besoin d'avoir des cuisses pour transporter 113 kg puis des mollets pour transporter 113 kg. À ce moment-là, ton corps va les réduire graduellement, mais il va le faire de lui-même. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il ne faut jamais se baser sur des chiffres. Jamais, jamais, jamais. Ma cétonémie à 1,3, ma glycémie à 6,2. J'ai fini de souper il y a 1h30. Des commentaires. Euh, c'est correct comme chiffre. Je sais pas, Alexandra Enriquez Ross, ouais, c'est ça. Je m'excuse si je prononce mal le nom. Je m'excuse hein, au niveau de la prononciation des noms. Des fois, je vous regarde, je le sais, je suis vraiment désolé de ça. Cétonémie à 1,3, c'est parfait. Glycémie à 6,2, c'est correct. J'ai fini de souper il y a 1h30, des commentaires. C'est parfait, on se casse pas la tête avec ça. C'était bon, vous avez bien mangé. C'est ça qui est important. Euh, OK. Parfait, Carole. Euh, c'est ça, j'ai pas retrouvé la question sur les fromages. Tantôt, on me demandait pour les fromages cheddar. Hmm, je me souviens plus c'était quoi la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, c'est ça. Il y a une chose que je voulais vous dire, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Euh, OK, on a eu beaucoup de commentaires. J'ai pas beaucoup, mais j'ai vu quelques commentaires passer dans le groupe sur des gens qui, après leur premier repas carnivore, filaient vraiment mal. Il y en a qui ont eu des douleurs au niveau de l'estomac, et ainsi de suite. Et ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est vous êtes en période d'adaptation. OK? Si vous venez, exemple, je vais vous donner un exemple. Vous venez d'un pattern d'alimentation dans lequel vous étiez une personne qui mangeait principalement des salades avec du poulet, à la place de manger un poulet avec un peu de salade. Et que du jour au lendemain, vous faites descendre un T-bone de brontosaure avec 2 œufs, 3 œufs, et du foie et du fromage et ainsi de suite, et du gras en quantité industrielle, ça se peut que votre système digestif démissionne. C'est possible. Donc, en fonction de votre contexte, allez-y graduellement. Deuxièmement, si vous prenez des médicaments comme des IPP
les fameux inhibiteurs de la pompe à protons ou tout médicament qui affecte la sécrétion d'acidité dans votre estomac. Encore une fois, évitez les steaks de brontosaure, évitez les très grosses assiettes, surtout au début, surtout au début, parce que pour digérer des protéines, vous avez besoin d'avoir votre acidité au max dans l'estomac. Si vous prenez un médicament qui vous empêche de produire de l'acide gastrique, vous allez avoir, OK, parfait, je vais revenir, Laura. Vous risquez d'avoir des douleurs gastriques, vous allez avoir énormément de difficultés à digérer. Dans des cas comme ceux-là, est-ce que vous pouvez quand même faire l'alimentation carnivore? Oui. Cependant, optez pour des viandes plus facilement digérables, comme par exemple le bœuf haché. Le bœuf haché a été, entre guillemets, digéré mécaniquement. Il a été haché. Votre corps va être, c'est plus facile pour lui de le digérer dans ce cas-là. Qui est diabétique de type 1, fait de la gastroparésie et lui, il ne peut pas manger un steak comme ça à cause de ça. Et donc, ce qu'il va faire, il va manger du steak haché en place. OK? Allez-y vers du steak haché. Allez-y vers des petites portions, quitte à prendre 3 repas à ce moment-là durant votre journée. Vous pouvez prendre 3 repas dans votre fenêtre de 8 heures de jeûne intermittent à ce moment-là. Mais arrêtez de vous fier à des chiffres. OK? Arrêtez de vous dire, je dois manger tant de grammes et ça va rentrer, coûte que coûte. Je vais me promener le menton dans les airs pour pas que ça déborde, mais ça va rentrer. Arrêtez de faire ça. Les chiffres, c'est pour avoir des guides. C'est juste un guide au début pour voir. Le restant, là, la façon facile de voir si vous avez mangé assez de gras, ça c'est l'autre chose, j'ai vu, les gens s'inquiétaient beaucoup avec ça. Et moi, dans le fond, j'ai insisté là-dessus pour la simple et unique raison que les gens ont tendance à avoir le réflexe, le vieux réflexe de dire, bon, je vais faire l'alimentation carnivore, carnivore. J'ai lu la phrase qui m'a popé en même temps. Je vais faire l'alimentation carnivore pour perdre du poids. Mais bon, pour perdre du poids, perdre du gras, ben, je vais couper sur le gras un peu. T'sais. Et là, ces gens-là, puis je le sais, si vous allez sur le groupe de Maria Emmerich, Maria Emmerich, là, elle a des excellentes recettes. À part de ça, fiez-vous pas à ce qu'elle dit. Et fiez-vous pas à ce qu'elle dit. C'est une anorexique, premièrement, elle est complètement anorexique. Et deuxièmement, ce qu'elle prône, c'est ce qu'on appelle du PSMF, c'est Protein Sparing Modified Fasting. Fait que dans le fond, c'est une alimentation haute en protéines, basse en gras. Et c'est dangereux pour votre santé. OK? Regardez Maria Emmerich, puis si vous pensez que c'est une personne qui est en santé, il y a un problème. Là. OK? Et donc, sur son groupe, allez-y pour les recettes d'attitude. Les recettes sont élevées en gras, mais elle, c'est pas ça qu'elle fait, puis c'est pas ça qu'elle dit aux gens de faire. Fait que moi, c'est ça que je veux éviter. Je veux éviter des gens qui vont manger un steak, mais un steak, une coupe française, un beefsteak français, zéro gras dessus, qui vont faire cuire ça avec du PAM pour ne pas avoir de gras en pensant qu'ils vont perdre du poids plus rapidement. C'est là que je ne veux pas que vous ayez, ou qui vont manger de la poitrine de poulet toute sec, sans gras aussi, parce que c'est de la viande, mais pas de gras pour pouvoir perdre du poids. Fait que c'est ça que je ne veux pas que vous fassiez. Le truc, pour ne pas vous casser la tête, parce que je vous l'ai dit, l'alimentation carnivore, c'est la simplicité. Le truc, c'est possible aussi, France, chaque personne est différente. Le truc, c'est le suivant. Votre assiette. Un coup que vous avez mis des aliments dans votre assiette, normalement, il devrait avoir une flaque de gras dans le fond. S'il n'y en a pas, prenez votre gras de cuisson, versez-en un peu, ça prend du gravy dans votre assiette, ça prend du gras dans votre assiette. Ça, c'est le premier truc. S'il n'y a pas de gras dans votre assiette, si
Après avoir mangé, là, vous pourriez reprendre l'assiette puis la remettre dans l'armoire. OK? La ranger sans la laver parce que sec, il y a un problème, vous n'aviez pas assez de gras. Si vous pourriez la licher ou boire le gras qui reste à la fin, là, vous aviez assez de gras. Donc, ça, c'est pour la quantité de gras dans l'assiette. Après ça, chaque bouchée que vous prenez, est-ce qu'elle a trempé dans le gras qui est dans votre assiette? Si chaque bouchée que vous prenez a trempé dans le gras, votre ratio à la fin du repas va être bon. Cassez-vous pas le bolo, il va être bon vos ratios. Vous n'avez pas besoin de tout calculer. Arrêtez de vous casser la tête avec ça. OK? Et comme j'ai expliqué, je veux simplement éviter que les gens mangent de la viande maigre sans gras. S'il y a du gras, il n'y aura pas de problème avec ça. Bon, maintenant, quel fromage privilégier? Les fromages, plus la pâte est ferme, mieux c'est. Plus c'est un fromage qui est vieilli, mieux c'est. Ce qui fait que les fromages les plus vieillis que je connais, moi, personnellement, c'est les cheddar. Il y a des cheddar 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et ça, c'est sûr qu'après 10 ans, le processus de fermentation, il n'y en a plus. Donc, il n'y a pratiquement plus de glucides là-dedans. Là, les bactéries sont même mortes, puis tout. Là. Et donc, c'est ça. Tout ce qui est, et dans le fond, c'est exactement ça. Plus la pâte est dure, plus le processus de fermentation a duré longtemps, plus les bactéries dans le fromage ont mangé des glucides et moins ils contiennent de glucides. Fait que ceux à privilégier, c'est ceux-ci. Maintenant, si vous avez une intolérance à la caséine de type 1, comme moi, ben, vous allez aller vers soit de la caséine vous allez aller vers les caséines de type 2, soit des vaches qui produisent de la caséine de type 2, qui est un peu plus rare, il faut les trouver. Au Québec, il y a le Missisquoi, entre autres, le fromage Missisquoi. Ou vous allez aller vers des fromages de chèvre, vers des fromages de brebis et ainsi de suite. Là. Tous les autres fromages qui ne viennent pas de fromage de vache. Okay? Ça, c'est les fromages pour privilégier. Un verre de vin rouge le samedi, le dimanche. Comme j'ai dit, Yvonne, l'alcool. L'alcool, à part la bière qui contient beaucoup de céréales, qui est à éviter le plus possible, le vin, l'alcool, les alcools blancs, il n'y a pas de problème en ce qui concerne le carnivore comme tel. C'est sûr que l'alcool n'est pas un aliment santé, là. C'est jamais un aliment santé, mais ce n'est pas un problème au niveau du carnivore comme tel. Donc, si vous voulez en consommer à l'occasion, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Yes, sir, Martin, c'est vrai que le gras, c'est la vie. Je me sens déjà top shape, allumé et en pleine forme. Est-ce que j'hallucine? Après seulement 3 jours, le top de la station de bien-être est arrivé quand? Non, Julie, c'est un peu. Moi, là, ça va faire 3 ans, le 1er janvier 2022, que je suis en alimentation carnivore et je vois encore de temps en temps des bienfaits se présenter. Fait que c'est un processus. Mais j'ai 52 ans et c'est sûr que, bon, avant ça, j'ai été 3 ans en alimentation céto, mais avant ça, j'ai été pendant 40 quelques années avant ça à maganer mon corps de façon très solide. Là. Je l'ai magané beaucoup. Je ne savais pas que je le maganais tant que ça, à part quand je fumais. Je suis un ancien fumeur. Mais bon, fait que j'ai fumé, j'ai consommé beaucoup trop de glucides en ne sachant pas que c'était mauvais, et ainsi de suite. Et j'ai probablement pas fait autant de sport que j'aurais dû en faire aussi. Mais bon. Et aujourd'hui, j'avais une côte qui était très à pic à remonter. Je la remonte encore. Mais aujourd'hui, j'ai 52 ans et j'ai l'énergie de quand j'avais 14 ans. Mes articulations ne sont pas toujours d'accord avec moi. Mais bon, pour le restant, dans ma tête et tout le reste, c'est ce que ça veut. Je suis allé faire du sport et tout le kit. Mais tu peux voir des améliorations. Si déjà tu réagis aussi bien que ça après 3 jours, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'après un mois, que tu n'auras pas vraiment envie de quitter.
parce que c'est un peu pour ça que moi, euh, j'ai continué dans cette alimentation-là. Parce qu'au départ, moi, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour participer à un défi exactement comme vous le faites présentement. C'était le docteur Ken Berry qui a lancé un défi un mois carnivore au mois de janvier. J'ai embarqué là-dedans et je suis resté justement parce que je filais beaucoup trop bien. Ouais, j'ai googlé Maria Emmerich, effectivement. Et là, Sabrina, tu l'as vu en photo, mais en vrai, je connais des gens qui l'ont vu en vrai, puis c'est pire en vrai. Dans la tête, c'est incroyable. Absolument que c'est incroyable. Bon, parfait. Encore deux, trois questions, groupe, puis après ça, on va arrêter ça à 8h30. On va se mettre ça à 8h30. Ça va déjà être très bon comme ça. Et en attendant que je vois la prochaine question, ce que j'aimerais vous dire, c'est vraiment, je vais vous remercier. Je vais vous remercier de votre participation. Vous êtes à à des millénaires de ce que j'avais imaginé là, au niveau de votre participation. C'est absolument incroyable. J'adore la groupe, la dynamique du groupe. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vous me faites halluciner par vos recettes. Euh, c'est fou à quel point vous pouvez avoir de l'imagination. Ça n'a pas de bon sens de voir ça. J'avais jamais vu autant de variétés de recettes, d'idées, les soupes que j'ai vues passer, vous me donnez faim à chaque fois. C'est vraiment absolument extraordinaire pour ça. Euh, Julie, la réintroduction des aliments, je vais faire un Facebook Live. J'ai beaucoup d'autres Facebook Live qui vont venir. Je vais en faire un vers la fin du défi carnivore, quelques jours avant, pour expliquer un processus pour réintroduire justement les aliments. Ça fait que je ne vais pas en parler ce soir, là. On va regarder, vu qu'il nous reste encore plusieurs jours, là. Ça fait que donc, on va en parler dans un futur live. En fait, je suis très heureux d'être dans ce défi qui est tout depuis 2018. Vous m'apprenez tellement. Sonia, j'en suis extrêmement content. C'est mon seul but de faire ça, c'est exactement pour ça. J'aime que les gens apprennent, fassent des nouvelles choses, que ça shake leur, euh, leurs idées, les idées qu'ils avaient, puis tout. Euh, cool, excellent. Ouais, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, dans le fond, c'était que ce que j'aimerais vraiment, c'est que ce qui vous drive le plus, c'est la phrase suivante, c'est de garder ça simple. Essayez de garder ça simple. Oui, j'en reviens, Sabrina. Gardez ça simple au niveau des quantités que vous devez manger. Gardez ça simple. Vous avez plus faim, vous ne mangez pas. Vous avez très faim, vous mangez. Ce que vous mangez, euh, gardez ça simple aussi. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de varier vos viandes pour être sûr d'avoir tous les nutriments nécessaires. Je vous l'ai expliqué dans le premier live. Il y a une variation de cette alimentation-là qu'on appelle le Lion Diet, qui est de la viande de bœuf, de l'eau et du sel. C'est tout. C'est tout. Et il y a des gens qui vivent de cette façon-là depuis des années, qui n'ont aucune carence, qui vivent très bien, qui sont en parfaite condition physique et que tout va bien. Okay? Donc, vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête et surtout pas au début. Okay? L'autre chose, c'est que si vous n'avez pas le goût de manger quelque chose, de faire quelque chose, si vous n'avez pas le goût de manger, vous ne filez pas bien à ce moment-là, vous avez le goût de prendre un peu plus de sel, de prendre un peu moins de sel, fiez-vous à votre instinct. Essayez de reconnecter avec votre instinct à l'intérieur. C'est très, très rare que votre instinct va vous tromper. OK? C'est pas la même chose si vous avez une rage de sucre. Ça, c'est le petit diable qui est ici, qui essaie de vous jouer des tours. Il faut faire attention à celui-là. Euh,
Oui, le tartare est bon. Le tartare, je vais... un tartare de resto. Probablement, tout dépendamment des ingrédients, je vous dirais, Sabrina, c'est sûr qu'il va falloir demander c'est quoi les ingrédients de son tartare. S'il n'y a pas de glucides dedans ou de glucose, ces choses-là, il n'y a aucun problème. Mais oui, absolument, les tartares. Je vais publier un vidéo dans pas très long là, qui va parler justement de l'importance de manger du cru aussi. De finir mon jeûne de 72 heures au dehors Costco était délicieux. Absolument. Fait que je vais pas oublier ça. OK, je vais, en attendant aussi, je voulais vous dire, c'est ça, dans le fond, je voulais tantôt, ce que je cherchais au début complètement, euh, tantôt, c'est ça, j'essayais de voir comment partager mon écran parce que je voulais vous montrer, quand vous écoutez des vidéos YouTube, là, c'est ça, depuis que j'ai parti le vidéo, le live, je ne peux plus partager mon écran. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer vite, vite, comme ça, là. Dans YouTube, OK, vous avez, quand vous voulez voir les sous-titres en français générés automatiquement, YouTube est capable de générer automatiquement les sous-titres en français. OK? C'est pas parfait, je vous le dis tout de suite. De temps en temps, ça peut vous donner des résultats un peu n'importe quoi, là. Mais en général, c'est relativement bien. Et la façon de les activer, la première chose que vous devez faire, ben, vous pouvez faire dans l'ordre ou dans le désordre, là. Vous, excusez-moi, vous pouvez activer les sous-titres. S'il n'y a pas de sous-titres d'enregistrer déjà d'avance, s'il y a des sous-titres enregistrés, ça va vous donner le choix de la langue en fonction de ce qui est enregistré. S'il n'y a pas de sous-titres qui est enregistré, à ce moment-là, ça va mettre les sous-titres générés automatiquement en anglais. Si vous voulez avoir ceux en français, vous allez à côté du CC pour les sous-titres, vous allez sur la roue dentelée, qui est les paramètres, vous cliquez dessus, et lorsque vous cliquez sur les paramètres, juste pour, je vais aller chercher sur YouTube, bon, admettons, vous allez, bon, c'est pas ça pas en tout que je voulais faire, je m'excuse, bon, vous allez sur la roue, vous avez sous-titres codés, ok, vous cliquez dessus, bon, et là, ça va être anglais généré automatiquement. Vous cliquez sur anglais généré automatiquement et vous allez sur traduire automatiquement. Et lorsque vous êtes dans traduire automatiquement, vous allez avoir une liste infinie de langues, de différentes langues. Et là, vous allez chercher français. Et ça va vous donner des sous-titres en français qui sont générés automatiquement par l'application YouTube. Comme je l'explique, c'est pas parfait, mais en général, les vidéos que je publie, le niveau de langage en anglais est quand même assez bon. En général, les personnes qui vont faire les exposés ont un langage un bon langage. Donc, l'application est généralement assez bien capable de générer des sous-titres qui sont compréhensibles. Là où ça peut se compliquer parfois, c'est lorsque les personnes vont utiliser des mots plus scientifiques. Des fois, la traduction peut être un peu bizarre à ce moment-là. Mais bon, ça, c'est la façon de faire la traduction de ces vidéos-là. Malheureusement, je ne peux pas traduire toutes les vidéos, c'est absolument impossible. Là. Je manque de temps un peu à cause de ça. Mais bon, ces vidéos-là, quand même, que je vais vous proposer, selon moi, sont vraiment importantes. Donc, essayez de les écouter le plus possible si vous êtes capable. OK, c'est qu'on y va avec deux questions rapides. Un peu de vinaigre pour déglacer dans l'eau, je ne me rappelle plus.
Karine, oui, absolument. Le vinaigre, je l'ai expliqué tantôt, il n'y a pas de problème. Le vinaigre, c'est même le vinaigre de cidre de pomme, j'ai pas de problème avec ça. Le vinaigre, c'est de l'eau avec un acide qui est contenu, qui est à l'intérieur. Donc, même si, comme exemple, le vinaigre de cidre de pomme vient des pommes, il ne reste plus de glucides dedans. C'est pour ça que ça a ce goût-là. Et il n'y a plus rien des pommes qui restent dans ce vinaigre-là non plus. Donc, c'est pas vraiment un problème. Tu peux l'utiliser. C'est un acide gras, dans le fond, et il y a pas de problème avec le vinaigre. Euh, Yvonne, même chose pour moi, je me sens au top et c'est désormais mon alimentation, moi qui mangeais que de la salade. Mon Dieu, Yvonne, ça me fait extrêmement, extrêmement plaisir de pouvoir lire ça. Le carpaccio, c'est délicieux aussi pour le cru. Absolument, Aline. J'adore les carpaccio. C'est vraiment excellent pour le cru. Si vous voulez vous faire aussi un tartare, ce que moi je fais généralement pour les tartares, ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas manger du steak haché. On ne recommande pas de manger du steak haché qui a été haché par le supermarché euh, comme, euh, comme tartare. Cependant, si vous avez un hachoir à viande, à ce moment-là, moi, ce que j'achète du rôti de palette, la coupe rôti de palette, et c'est ce que je vais couper en dés et que je vais mettre dans mon hachoir, puis je vais hacher ma viande moi-même. Donc, en la hachant juste avant de la consommer, les chances qu'il y ait des mauvaises bactéries dessus sont beaucoup plus faibles à ce moment-là. C'est pas vraiment un problème. Ça fait des années que je fais ça. C'est même avant que je sois carnivore, je mangeais des tartares. J'ai toujours aimé la viande crue. J'adore. Ouais, même mon steak, quand je le fais cuire, il est pratiquement froid au centre. Donc, il est pratiquement cru. C'est plus que. Il manqué des petits bouts. C'est pas grave, Karine. C'est que même moi, j'en manque des bouts, puis c'est moi qui le fais. Donc, c'est ça, mais oui, c'est ça, j'adore le tartare, j'adore la viande crue. Dans le tartare aussi, vous pouvez acheter du saumon, mais le saumon qualité sushi. Et donc, le saumon qualité sushi, c'est un saumon qui est fait, qui est de bonne qualité pour être consommé cru. Ça, vous pouvez vous faire du tartare de saumon avec ça aussi, qui est vraiment absolument excellent aussi, là. Donc, groupe, je vous remercie encore une fois. La grosse longe de surlonge de Costco, absolument pour le tartare, c'est excellent. Valérie, tu as absolument raison sur ça. Donc, groupe, je vous remercie encore de votre participation pour ce soir. Restez dans le groupe. Il va y avoir d'autres lives qui vont arriver très bientôt. Donc, je vous avertis toujours 2, 3 jours d'avance nécessairement. Le groupe, je vous remercie infiniment. Et si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas. Gardez ça simple. Mangez de la viande, des produits de source animale. Quand vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Si vous avez faim, vous mangez. Arrêtez de vous contenter avec les calculs. Et si vous avez des questions, ben, vous popez ça dans le groupe. Continuer à fournir le groupe avec des recettes. C'est complètement hallucinant de vous voir aller avec les recettes. J'hallucine complètement. Bonne fête de soirée, groupe. Au revoir.